Aujourd'hui, ça me fait drôle de me retrouver ici. J'ai l'impression qu'une partie de ma vie est restée ici. La scène était par là. Nous sommes arrivés comme ça. Ils attendaient 50 000 spectateurs à peu près. Nous avons marché en zigzag pour aller jusqu'à la scène. Ici, il y avait beaucoup de monde. Il y avait un couloir pour évacuer. Et là, beaucoup de monde, et ça se bousculait. De l'autre côté du couloir, il y avait une zone ouverte au public. Ensuite, la scène. Et sur la scène, les enceintes. Arrivés sur le côté, nous avons demandé aux vigiles de nous laisser passer. Ils nous ont laissé passer, comme c'était ouvert au public, où il y avait beaucoup moins de monde, où ça ne bousculait pas. Et dès que je suis passé devant les enceintes, j'étais comme terrassé, mes jambes ne me tenaient plus, je me suis mis à genoux et j'ai dit à mes amis que j'allais me mettre sur le côté parce que j'avais beaucoup de bourdonnements et de sifflements, que j'allais me mettre sur le côté pour voir si cela passerait. M. Fofana est arrivé très tôt le matin. Tout de suite, on a commencé un traitement par des perfusions, traitement vasodilatateur dans un premier temps pour essayer de sauver ses oreilles. Avant de faire un bilan beaucoup plus précis, c'était 7 h du matin, le temps de faire un audiogramme vers 9 h, on avait un diagnostic assez précis. C'était une surdité donc d'origine sonore. Cet accident, c'était il y a 1 an et demi, après un concert de U2 au Stade Vélodrome de Marseille. 15 jours d'hospitalisation, de perfusion, 10 séances de caissons à hyperbare. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Mais on m'a laissé comprendre tout de suite, je dirais, qu'il fallait envisager de porter des prothèses. Je dois dire que personne n'aime la musique au point d'accepter d'être sourd. Et pour moi, je n'ai plus écouté de musique depuis ce concert. Pour mieux se rendre compte des dégâts occasionnés sur l'audition de M. Fofana, nous sommes allés en studio. Ce professionnel du son va reproduire pour nous, sur sa console, la courbe des fréquences de l'oreille gauche, celle qui a le moins perdu, l'oreille droite étant pratiquement morte. C'est le son normal d'un concert. Maintenant, on se retrouve dans la configuration de son oreille gauche. Voilà. Il ne reste plus que ça. Ça veut dire qu'en fait, à part... Alors, ce qu'il va percevoir, lui, ce que les auditeurs n'entendront pas à la télévision, c'est tout ce qui est vibration naturelle. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est qu'un coup de grosse caisse lancé dans un haut-parleur, ce qui développe quelque chose comme 35 000, 40 000 ou 60 000 watts, ce qui est vrai, c'est que c'est l'air qui en fait est déplacé et te donne l'illusion d'entendre, mais en fait tu n'entends pas, tu perçois. C'est-à-dire que tu perçois des fréquences graves, donc ça évidemment on peut pas le montrer aux gens. Par contre, on comprend ce qui se passe au niveau de la haute fréquence, c'est-à-dire qu'il n'entend plus que c'est exactement comme si tu mettais une robe et que tu gardes que le haut. C'est-à-dire que tout le reste a radicalement disparu. C'est-à-dire qu'il doit avoir une gêne évidemment terrifiante, parce qu'en fait tu n'entends plus qu'une partie du spectre. Ça veut dire que par exemple sur les gens, quand tu parles avec quelqu'un, il doit certainement entendre que les bruits de bouche, que les tu vois, comme les Bushman. Il doit pouvoir entendre que le petit clic. Et évidemment tout le reste, donc tout le contenu du langage parlé disparaît. Pour communiquer avec les autres, pour les comprendre, pour se tenir informé tout simplement, Mohamed Fofana doit s'exercer quotidiennement à lire sur les lèvres. Tapi a des fréquences très très basses. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'il me dit, enfin plutôt ce qu'il dit Tapi, que ce que dit
Là, vous n'avez pas compris ce qu'il vient de dire. Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'il vient de dire. Ou bien on veut qu'elle le paye tout de suite, à ce moment-là, on pourra contraindre, c'est clair. L'Olympique de Marseille, de temps en temps, j'attrape un mot. ça fait pas partie des... Mais le sens général, vous ne le retenez Voilà, et j'essaie de reconstruire la phrase. De temps en temps, j'attrape un mot. Qu'est-ce qui a été le plus dur depuis votre accident? Le plus difficile, c'est, à part le fait que je communique moins avec les autres, le plus difficile, c'est les acouphènes. C'est ces bourdonnements et ces sifflements que j'ai dans les oreilles. Ça, c'est angoissant. Je me réveille avec, je m'endors avec, à tout moment, et j'ai le sentiment que, des fois, que ma tête va éclater, ou voilà, c'est très gênant. C'est grâce à cette machine que l'on peut déceler les traumatismes sonores et l'ampleur des pertes d'audition. En général, les fréquences aiguës sont plus dangereuses pour l'oreille que les fréquences graves. Liliane garde un mauvais souvenir d'une seule soirée en discothèque. L'amplification de la musique, non seulement dans les concerts, mais aussi par le biais du baladeur et dans les boîtes de nuit, provoque fréquemment un phénomène d'acouphènes, des sifflements qui, s'ils s'installent, peuvent conduire à la dépression. Le cliché. On a pas mal récupéré, on a eu de la chance là aussi. On a eu de la chance, ce qui est pas, vous savez, c'est pas souvent le cas. Alors pour une fois qu'on a de la chance, il faut le reconnaître. Ce qui me gêne, ce sont les sifflements, voilà. Ces troubles particulièrement gênants, désagréables. Qu'est-ce qui vous gêne le plus finalement dans ce sifflement? Qu'est-ce que vous vivez le plus mal? Je ne sais pas comment dire, il semble que j'entends dans ma tête des sons, comme des aigus, des... Voilà. On n'a plus de plaisir en discothèque. Ça ne vous lâche pas? Tout de suite, j'ai eu mal et j'ai porté ma main aux oreilles, puis je me suis habituée. Et comme j'aime danser, j'aime la musique, et puis je n'ai pas voulu décevoir mes amis qui m'ont amené là, j'ai l'occasion de venir me distraire. Et puis, ensuite, j'ai eu les sifflements. Donc les sifflements sont apparus lorsque j'étais à la maison. Et puis aussi, je m'inquiète parce que je me dis, est-ce que je l'aurai toujours? Ouais. Ces gens qui ont des sifflements, ils sont déprimés. Et on n'a pas le droit, justement, de ne pas le prendre en considération. On n'a pas le droit de dire, c'est vrai que dans certains cas, si c'est pris très vite, c'est bien soigné, on arrive à atténuer, mais on n'arrive pas à faire disparaître ce sifflement, dans la quasi-totalité des cas. Donc, puisqu'il y a cette détresse, cette impuissance, il faut se battre et la prendre en considération et avoir envie de changer les choses. Et changer les choses, c'est qu'il y ait conscience qu'on se détruit. Pour vous, c'est un phénomène de société, le fait que la musique, l'amplification augmente? Mais totalement, c'est un phénomène de société, totalement. Il paraît, et je veux bien le croire, que c'est venu du fait que pour obliger les gens à danser, à boire, eh bien, on a monté le son dans les discothèques il y a fort longtemps. Et assez probablement ça a commencé comme ça. Et puis maintenant, par inertie, tout le monde suit, alors tout le monde met fort, puis on a fini à force de faire croire que supporter la musique forte, c'était quelque chose qui montrait une puissance virile, alors que ça ne montre que l'imbécilité, bien sûr. On a fini par, à force de faire croire ça, les gens y ont cru, et puis suivent cette espèce de mode. Mais c'est une mode qui est terrible, qu'il ne faut pas accepter. Playing louder, better, harder, faster. Always stretching the edge of the envelope, pushing the fucking limit to the max, never accepting the limits of what people say can be done or should be done. We don't care about that. We do what we do, our way. And that's, for us, the triumph of steel. La puissance devient un argument de vente, une image de marque, l'expression d'une identité. Ce groupe de heavy metal s'enorgueillit de faire plus de bruit qu'un Boeing 747 au décollage. Plus de 140 décibels en concert, juste une caricature. Faut pas se leurrer, quelquefois c'est ce qu'on cherche. Je me rappelle que au début de ma vie, quand j'avais 13 ans ou 14 ans, puis j'allais dans les concerts de rock, ce que j'allais y chercher, c'était quelque chose que je trouvais pas ailleurs, dont la surpuissance, dont le rêve d'oubli, et puis après tout on ressortait de là,
On en avait dans la tête pour un bout de temps. Mais je dois dire que le concert qui m'a le plus sonné en puissance, c'était Johnny Hallyday. Ça, je trouve ça inadmissible. C'était beaucoup, beaucoup trop fort. J'en ai eu de la nausée tellement c'était puissant. Concert et musique à gogo, à portée de main, n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel volume, la liberté du baladeur. Clément vient de passer 2 heures en études, son baladeur branché sur les oreilles. Pourtant, à 16 ans, il est atteint d'un début de surdité. J'entends bien, mais sauf quand il y a beaucoup de gens qui parlent autour. Quand on me parle, eh ben, je comprends pas. Enfin, c'est quand il y a beaucoup de bruit que je comprends pas ce qu'on me dit. Donc là, c'est gênant. Et Arnaud, alors, vu les problèmes de ton frère, ça te pose pas de questions? Bah si, un peu quand même. C'est sûr que ça laisse à réfléchir que mon petit frère, bon, il est à moitié sourd à cause du Walkman. Mais bon, moi, à la limite, ça me gêne pas puisque j'ai pas de problème d'audition pour le moment. Et c'est sûr qu'avec le temps, si mon audition se dégrade, bah, peut-être que je prendrai conscience qu'il faut que je baisse un peu le Walkman ou même arrêter le Walkman. C'est pas de l'inconscience? Je pense pas, non. Parce que, bon, il y a quand même du bruit, il y en a partout, quoi. Je pense pas que le Walkman soit plus ou moins nocif que les autres bruits de la rue, du genre une bétonneuse ou un tracteur ou n'importe quoi. Un marteau-piqueur. Moi, un Walkman, c'est pas plus nocif que tous ces bruits-là, quoi. Tu peux nous montrer là comment tu l'écoutes, par exemple? Là, je l'écoute à fond, là. Le baladeur est devenu un outil familier pour occuper les temps morts. Clément, qui a subi une perte d'audition, est allé très peu en boîte de nuit ou en concert. Mais à l'instar de son frère, il écoute chez lui la musique et la télévision à un niveau très élevé. La puissance du baladeur se cumule avec celle des autres sources sonores. Témoin et victime consentante, Chantal, la mère. J'écoute rarement de la musique en dehors de la musique symphonique. Donc, qu'est-ce qui vous gêne dans l'environnement? Ce son du bruit, cette musique, ces tam-tam. Alors là, il y en a un qui a arrêté son tam-tam. Donc en général, lui, il travaille une demi-heure, il fait du tam-tam un quart d'heure, il retravaille une demi-heure après ses guitares. Bon, quand ça s'arrête, ah, ouf. Vous avez déjà essayé un Walkman? Non, jamais. Non, parce que quand je suis à côté de mes enfants, ils ont chacun leur Walkman, j'entends la musique. Ils ont chacun une musique différente. Quand on part en voiture, on a 3 musiques qui sortent des Walkman. Vous rigolez, mais c'est vrai. Alors, on fait le compromis, ils emmènent leurs cassettes et ils ont droit chacun à passer les cassettes dans la voiture, chacun leur musique. En général, ça me rend d'assez mauvaise humeur, mais... Tout ça pour éviter le Walkman. Tout ça pour éviter le Walkman. Alors comme ça, chacun peut partager les goûts des autres. Convaincre que la musique qu'il entend est mieux que celle de son frère. Mais pour moi, c'est du bruit, c'est pas de la musique. Pour nous, Arnaud a accepté de se rendre chez l'ORL de la famille et d'y subir un audiogramme, ce qu'il n'avait pas fait depuis 2 ans. Résultat, perte dans les 2 oreilles de 20 décibels à 6000 Hz. Rien d'alarmant, mais touché quand même. Je prends conscience que au niveau du Walkman, bon bah, je vais diminuer le son, même peut-être arrêter. Et bon bah, au niveau de la musique, je vais baisser le son, quoi. Voilà. Mais bon, je pense pas que ça m'empêchera d'aller voir des concerts parce que j'aime bien ça, quoi. Et je vais pas me priver, tout en sachant qu'il faut pas abuser et que il faut pas que je me colle au baffle. Je peux aller à un concert en sachant que, en essayant de perdre le moins possible mon oreille, quand même. Honnêtement, ça a changé quelque chose, cette visite? Je pense, oui, quand même. Une prise de conscience un peu sur le fait que, finalement, beaucoup de gens ne doivent pas savoir qu'ils sont sourds, et en fait, ils le sont, quand même. Donc... Quelque part, ça te fait un peu peur?
Peur, je sais pas, j'appréhende un peu plus le futur quoi maintenant. Je me dis, ah, peut-être qu'à la cinquantaine, j'entendrai moins, j'aurais peut-être besoin d'un appareil, tout comme ça. C'est sûr, ça fait peur, non, je trouve pas, je fais pas peur. Parce que j'ai foi en la science, quoi. À mon avis, on va trouver quelque chose pour réparer ça, je pense. Les gens disent, bon, mais c'est pas grave, le tympan va se durcir et puis il suffira de le remplacer. Non, pas du tout. Le tympan, c'est une peau de tambour qui vibre avec les particules de l'air. Bien. Derrière, il y a une espèce d'axe de transmission qui, en fait, est une sorte d'aiguille d'électrophone pour l'étrier et bras d'électrophone pour l'enclume. Et puis, cet ensemble va transmettre cette vibration à des liquides et à des petits muscles extraordinairement minuscules qui font 1/2 millième de millimètre. Et ces petits muscles sont tellement fragiles qu'ils peuvent être soit froissés, soit arrachés par un niveau sonore excessif. Et ce sont ces cils qui s'y sont arrachés, vont dégénérer et ne seront pas réparables. La médecine ne sait pas, pour l'instant, réparer un petit cil d'1/2 millième de millimètre qui a été arraché et qui a dégénéré. Et il y en a des dizaines de milliers de ces cils. Étonnant petit manège sous cet abribus de la porte de Bagnolet. Les frissons du samedi soir commencent ici. Ces jeunes qui tournent autour des voitures ne font rien d'illégal, pas de trafic d'aucune sorte. Ces jeunes sont là pour simplement distribuer des plans d'accès à une rave party. Une soirée de délire organisée dans un lieu isolé, la plupart du temps dans des zones inhabitées où l'on écoute de la musique techno. Si cette distribution de plans se fait dans la plus grande discrétion, c'est que depuis quelque temps, la police traque les consommateurs et les dealers d'ecstasy censés se retrouver dans les rave parties. Nous y sommes allés, non pas pour voir ce qu'il s'y passait, mais pour entendre. Défense parfaite, quoi. Je m'amuse vraiment très bien. La musique, elle n'est pas un peu forte pour toi? Non, pas du tout. Non, non, au bout d'un moment, ouais, au bout de 2-3 heures, ça commence à un peu taper dans la tête, mais sinon, non, ça va. Ouais. Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu ressens quand tu viens, quand tu danses comme ça? Une impression de bien-être. Je sais pas, ça tape partout, c'est mortel. En fait, c'est ça le but du jeu, c'est de venir et d'avoir des sensations, sinon c'est pas une teuf. Ouais, t'as pas peur de devenir sourd un jour? Oh, j'y pense, mais on va dire, je m'en fous, c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, tant que j'entends, c'est bon. Au cours de cette soirée, nous avons fait des relevés à l'aide d'un sonomètre, une moyenne de 108 décibels, avec des pointes à 117 et 120 devant les enceintes. C'est hyper sympa. C'est exactement comme si on vous donnait un comprimé de tranquillisant qui vous fasse un bien énorme, mais qui ensuite vous handicape à vie, vous paralyse à vie, quoi. Alors, il y a là une contradiction extraordinaire. C'est-à-dire que, bon, ces jeunes, c'est formidable qu'ils se détendent, c'est formidable qu'ils oublient les embêtements de la société. C'est fabuleux. Mais alors, à la fois, en mettant la tête dans le baffle, il va être sourd, il va avoir des sifflements, et il va être déprimé pour toujours. Alors, c'est aberrant. Quelque chose qui vous surprend comme comportement? Là, on est à près de 120 décibels à la sortie d'enceinte. Ça me surprend que dans la société d'aujourd'hui, pour pouvoir se faire du bien, il faille se détruire. Il y a quand même là quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas se faire vraiment du bien en faisant des choses qui sont raisonnables et qui ne vont pas handicaper la personne elle-même à vie. C'est ça qui me surprend. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On est à 120 décibels à la sortie de l'enceinte. Ouais, alors 120 décibels, ça veut dire qu'en moins de demi-heure, la personne va
ne plus comprendre et va avoir des sifflements. Ça à 120 décibels, vous vous rendez compte que tous les 3 décibels, on multiplie la puissance par 2. Le danger commence à 105. À 120 décibels, c'est de la folie. La tête dans les baffles, c'est fou, quoi. Faut pas, ça, il ne faut pas. On ne peut pas laisser les gens se détruire sous prétexte qu'ils se font du bien. Pas possible. Je commence à avoir l'habitude depuis tous ces mois où je mets ça tous les jours. C'est assez désagréable d'ailleurs, mais enfin, j'ai pas trop le choix. En plus, maintenant que je les ai, je m'entends pas bien parler. Alors là, je manipule délicatement les clés parce que les trousseaux de clés, c'est terrible. Le cliquetis des métalliques d'une clé contre l'autre, c'est absolument infernal. Parce qu'il n'a pas su ou parce qu'il n'a pas pu sortir de la zone dangereuse, Frédéric a été victime d'un traumatisme sonore extrêmement grave, il y a moins de 2 ans, lors d'un concert de U2, une nouvelle fois, mais à Strasbourg. Aujourd'hui, il ne supporte plus certains bruits, lui qui s'apprêtait à enseigner la musique. Ça fait quand même 20 ans que je suis dans la musique. Et du jour au lendemain de devoir arrêter, c'est le monde qui s'écroule. Vous trouvez ça trop injuste. Son handicap est rare, c'est l'hyperacousie. Certains sons trop aigus ou trop forts provoquent une douleur intense et la médecine n'y peut rien. Regardez, là par exemple, vous avez des pavés. Bon, malgré les protections, je suis obligé de me boucher les oreilles parce que à cause des vibrations. Et même si j'ai les conduits auditifs bouchés, il y a les vibrations par voie osseuse. Donc je supporte absolument pas. Jugez plutôt le niveau auquel Frédéric est contraint aujourd'hui d'écouter la musique. Donc ce niveau sonore est à peu près acceptable pour moi. Bon, je peux écouter pendant 10 minutes, 15 minutes maximum, mais ensuite il y a une fatigue auditive. C'est comme un nouveau sens en fait. Mais enfin, si on voulait faire une comparaison, ce serait avec les yeux, ce serait comme vous forcer à regarder le soleil sans fermer les paupières. Vous avez une sensation de rétraction et de brûlure de la rétine. Et en fait, bon là, vous avez le même phénomène, mais au niveau auditif. Depuis cet accident, Frédéric a décidé de porter plainte contre l'organisateur du concert et contre la ville, une première en France. Il faut assumer certaines choses, le sport est dangereux, la vie courante est dangereuse, tout est dangereux. Et vous craignez qu'il y ait une jurisprudence, qu'il y ait d'autres personnes? Rien du tout, ça m'est totalement égal. C'est pas très grave, parce que je suis content quand un spectacle a lieu, quand je fais un beau spectacle, les spectateurs sont contents, que les spectateurs ont été bien traités, qu'ils ressortent heureux, qu'ils veulent retourner au spectacle. Qu'il y ait 1, 2, 3, 10 personnes qui ont des petits problèmes et qui disent il faut faire appel à la justice pour les régler, c'est leur problème, ça ne me fait ni chaud ni froid, ça ne m'intéresse pas, je ne m'en occupe même pas, il y a des avocats pour ça. Quelle était la puissance du concert de U2 lors de sa tournée en France? Tout à fait classique, celle d'un grand concert rock en plein air, rien de spécial. Rien de spécial, vous connaissez la puissance exacte? Non, quelquefois dans des salles on fait des relevés pour voir, etc., si ça va avec la norme de la salle, mais pas en plein air. Ni l'organisateur, ni les services techniques de la ville de Strasbourg n'ont été capables de nous dire la puissance exacte développée lors du concert de U2. En fait, il n'existe dans ce domaine aucune réglementation. Alors, faut-il légiférer? Faut-il réglementer, interdire, surveiller, contrôler? Le public, lui, c'est sûr, veut garder le plaisir de la musique intact.